Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver de nouveau dans Débriefing. Débriefing, émission d'opinion sur B1 Télévision chaque semaine. Le tour des questions qui agitent le débat public, le débat politique. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un avec qui on va parler de son parti politique, des alliances de ce parti, des ambitions, de leurs amis, de leurs ennemis, de leurs modèles et du point de vue de ces partis sur les questions d'actualité comme la polémique sur la machine à voter, sur la nationalité et la controverse sur les chiffres de la CENI après le nettoyage du fichier électoral. Pierre Loya, bonsoir. Bonsoir, madame. Secrétaire général du Parti congolais social-démocrate, PCSD, le parti de Basile Olongo. Il est l'autorité morale, hein. C'est le vice-ministre de l'Intérieur, élu député national en 2011, à l'époque proche de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Il avait battu campagne donc quasiment sous le label d'Étienne Tshisekedi. Ndeko Basile, c'était une sorte de pseudonyme à l'époque. Et vous-même, vous êtes chimiste de formation, chercheur, et vous vivez aux États-Unis depuis environ 15 ans dans l'Indiana, pour être précise. Alors, comment êtes-vous passé de l'UDPS, où vous êtes militant depuis 1983, à ce jeune parti créé il y a moins d'une année? Merci bien, madame. La question est très bien posée. Passer de l'UDPS au PCSD, au Parti congolais social-démocrate, il y a eu une démarche. Nous avions connu l'UDPS, la première UDPS, c'est-à-dire celle qui avait été créée en 1982, c'était le 15 février. Nous avons connu le temps dur de l'UDPS jusqu'avant les accords de Gbadolité en 87. Et, avec le Sun City, il y a eu éclatement de l'UDPS. Nous avons... Sun City en 2002. En 2002, nous avons assisté à l'éclatement du parti. Et là, nous ne sommes plus retrouvés. Sincèrement, nous nous sommes dit ça ne valait plus la peine. Et alors, je suis allé aux États-Unis en 2003 et j'ai profité maintenant de l'opportunité qui s'est offerte au pays. C'est celle de la fin de toutes les institutions, fin mandat. Et je pensais qu'il fallait à ce moment-là revenir au pays et apporter notre contribution dans l'exercice politique. Et Basile Olongo, son excellence, Basile Olongo, c'est un chimiste que j'ai connu à la faculté. J'ai dit en passant qu'en 1986, j'étais définitivement exclu de l'université par le recteur Bingoto. C'est 3 ans après qu'on m'autorisera de revenir défendre ma mémoire. C'est alors que nous sommes rencontrés avec monsieur Basile Olongo. Il finissait ses études. Vous voyez qu'à quelque chose de malheureux bon. Cette exclusion, cette rencontre a fait qu'aujourd'hui, nous sommes encore retrouvés avec la même valeur de l'UDPS parce qu'il avait vu ce que je faisais à l'université en tant que président de l'UDPS, des étudiants à l'époque. Et quand je suis rentré au pays, je l'ai appelé pour lui dire bonjour. Il m'a dit, voyons-nous. Il m'a présenté le projet de la création du PCSD. Alors, nos visions, notre philosophie, notre idéologie étant les mêmes, nous nous sommes rassemblés pour cette association politique. Voilà comment je suis passé de l'UDPS au PCSD. Il y a eu plusieurs départs de l'UDPS, dont le vôtre, plusieurs départs au même moment. Plusieurs départs, madame. Je vous dis que tous les cofondateurs ne se retrouvaient plus. Tous les anciens qui étaient avec nous au temps dur de l'UDPS sont exilés en Europe et par-ci par-là disséminés. Quand vous dites ne se retrouvaient plus, c'est-à-dire nous ne savions plus où nous positionner. Il y a UDPS Kibasa Maliba, il y a UDPS Tshisekedi. Alors les gens se disaient, mais finalement, il faut réunifier le parti. La démarche n'a pas réussi. Moi-même, j'avais fait un déplacement, je me rappelle, en 2015. Je suis venu, j'ai rencontré les fondateurs de l'UDPS, Lusanga, Prote Lumbu et tant d'autres. Nous sommes réunis et sur une table, on a essayé de parler de la réunification du parti. Et je leur ai dit que c'était tellement compliqué avec M. Tshisekedi pour parler de la réunification. À ce moment-là, c'était difficile pour nous de nous positionner d'un côté ou d'un autre.
Et voilà, mais avec les mêmes valeurs acquises de l'UDPS, la non-violence, les valeurs démocratiques, le social, et ce sont les mêmes valeurs que nous entretenons, nous avons fait école, et ce sont les mêmes valeurs que se retrouvent dans le PDC. Je crois que c'est l'essentiel. Beaucoup dans l'opinion estiment que c'est là où il y avait Tshisekedi père, qui était la véritable UDPS. C'est là où il y a Tshisekedi fils, qui a la véritable UDPS. Ah, madame, il y a l'aura, il faut le reconnaître. Etienne Tshisekedi avait l'aura. Et je finis par comprendre qu'il avait une vision autre que celle que caressaient les autres fondateurs de l'UDPS. Il pensait autre chose. Et ça ne coïncidait pas effectivement avec la vision des autres. Il voyait beaucoup plus loin. Je crois que c'était le motif qui l'a poussé à se séparer des autres. Il avait l'aura, la ville de Kinshasa, dans tout le pays. Vous comprenez qu'à un certain moment, il s'est affiché au devant de la lutte. Et il a pris le devant. C'est comme ça qu'il a fait sa popularité. Et les gens pensent que c'est ça l'UDPS original qui a été créé. Absolument pas. Et ça, c'est vraiment l'UDPS qui a été créé par lui et non pas l'UDPS de 1982. C'est ça la différence. Écoutez, l'histoire de l'UDPS est très longue. Peut-être qu'on aura le temps de la dire. Il n'y a personne qui a dit l'histoire de l'UDPS. Et qui a créé l'UDPS? Qui avait commencé? Il y a beaucoup de choses à dire. Qui avait initié les accords de Gbadolité en 87? Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc la véritable UDPS, peut-être il faut dire l'UDPS qui est aujourd'hui, qui rassemble plus des gens, et c'est vrai, mais la véritable, c'est celle de 1982 et qui n'existe plus pratiquement. Le parti a toujours survécu aux scissions. Effectivement, les partis ont toujours survécu aux scissions. Tout dépend des leaders. Tout dépend des leaders. Ouais. Vous avez vu beaucoup de tentatives. Je parlais de l'UDPS. De l'UDPS. Qui a vécu à cette série de départs. Ah oui, vous savez, je vous ai dit que Etienne Tshisekedi c'était devenu une icône. Hein. C'est l'homme qui s'est affiché au devant de la lutte que nous avions engagée avant 1990. Et il était face à Mobutu. Et il était l'homme le plus populaire, le plus courageux, s'il faut le dire. Et c'est tout à fait normal que sa faction survive. C'est tout à fait normal. Oui. Alors, Basil Longo, il était proche de l'UDPS également. Oui, à l'époque, vous avez dit que vous avez fait connaissance déjà au début des années 2000. Et puis, il y a environ une année, quand il a mis son parti en place, qu'est-ce qui vous a mis ensemble? L'idéologie ou le désir de créer un mouvement après votre départ de l'UDPS? Madame, cela revient, votre question revient à chercher à savoir les facteurs qui ont milité à la création de ce parti, probablement. Nous sommes connus avec son Excellence Basil Longo à la faculté des sciences et en chimie en 89-90. Et après les études, on est resté soudés. Il avait adhéré à l'UDPS. Il était membre de l'UDPS. Et moi, j'étais cofondateur de l'UDPS. Et nous avons fait marche ensemble. Nous incarnons les mêmes valeurs, madame. C'est-à-dire les valeurs prônées par l'UDPS. Donc, je vous ai cité, il y a la non-violence. Et à l'époque, c'était vraiment la non-violence évangélique. C'était notre force de résistance face à M. Mobutu. Et il y a ces valeurs sociales, démocratiques, que nous tous, nous incarnons. Et nous sommes de la même école. Et nous sommes rencontrés encore. Il m'a rendu le projet de création de son parti. Il m'a dit, vous connaissant, vous pouvez gérer quotidiennement ce parti. Et il m'a confié la gestion. Et nous avons commencé à zéro pratiquement, et jusqu'à l'agrément de ce parti. Vous êtes dans quelle plateforme? Nous avons un regroupement. Je ne veux pas en parler plus. Notre regroupement s'appelle la CODE, la Coalition des démocrates. Et après adoption de notre charte règlement intérieur, les tenants du regroupement vont passer officiellement pour annoncer qui font partie de ce regroupement. Mais nous existons et nous sommes 7. Le PCSD, c'est un parti d'opposition ou maintenant que votre autorité morale est au gouvernement, c'est assez embarrassant?
Non, pas embarrassant, madame. Nous sommes un parti d'opposition, effectivement, parce que nous n'appartenons pas à la majorité présidentielle. Le mal, c'est que dans le pays, la vie politique est bipolarisée. Et ce qui fait que si vous n'êtes pas de la majorité présidentielle, vous êtes de l'opposition. Et nous sommes de l'opposition. Être membre du gouvernement, c'est tout à fait normal. Personne n'a gagné les élections dans ce pays. Nous sommes en train de traverser une transition où tout le monde est appelé à s'y impliquer de manière à gérer le pays jusqu'aux élections. Et vous trouvez dans ces gouvernements la société civile, tous les partis politiques, la majorité. Donc c'est un gouvernement d'union nationale et pour la transition. Donc ce n'est pas mal d'être dans ces gouvernements. Moi, je crois que c'était la bonne option d'être dans les gouvernements. Il y a une certaine opinion qui ne s'explique pas ce changement radical. Dans les propos, par exemple, avant, on s'en prenait au régime. Maintenant, on dit que c'est le plus beau et le plus intelligent. C'est assez difficile à comprendre. Il n'y a pas eu un revirement radical, madame. Vous savez, quand vous vous affichez devant la scène pour défendre ses concitoyens, et vous avez des objectifs dans la tête. Il faut les atteindre. Il faut les atteindre. Il y a des obstacles sur le chemin. Il faut savoir soit les louvoyer, contourner l'obstacle, ou les déboulonner. Mais si vous n'êtes pas en mesure de déboulonner l'obstacle, madame, il faut contourner l'obstacle. Et contourner l'obstacle peut aussi signifier négocier avec l'obstacle de manière à avancer. Mais l'objectif reste dans la tête. Et ça, vous ne pouvez pas expliquer à toute la population, mais vous, un jour, la même masse va réaliser que vous êtes resté constant dans vos objectifs. Et je vous dis que M. Basil Olongo est resté constant dans ses objectifs qu'il pense réaliser. Et c'est pour cela même qu'il a mis en place ces partis politiques, que c'était la voie la meilleure pour lui, pour réaliser les objectifs dont il s'est assigné dans ce pays. Ouais. Les mêmes objectifs, mais peut-être pas les mêmes moyens pour y arriver. Hein. Alors, on a parlé d'alliance tout à l'heure. Oui. Quel rapport vous avez avec le rassemblement Kasavubu qui se déchire aujourd'hui? Oh, écoutez, nous regardons de loin ce rassemblement. Nous ne sommes pas vraiment proches de rassemblement Kasavubu. Ce sont de... je ne sais pas comment on peut définir ces genres d'éclatement. Il y avait rassemblement, il y a rassemblement, il y a rassemblement. Et nous observons, je crois que c'est un affaiblissement dans l'opposition. Moi, je pense que c'est un affaiblissement dans l'opposition. Les gens devaient se regrouper ensemble, se mettre ensemble pour essayer d'avancer vers les élections et se battre pour gagner ces élections-là. Mais quand on émiette déjà ses forces, il y a moins de chances que vous puissiez atteindre les objectifs que vous assignez. Quand on dit que beaucoup, comme vous avez été débauché, Bruno Tshibala débauché, Sami Badibanga à l'époque débauché, Olengankoy également, vous y répondez quoi? Je ne m'inscris pas dans ce genre de débat, madame. Je n'ai pas de preuve que Sami Badibanga a été débauché. Ils ont leur opinion, mais nous n'avons pas été débauchés parce que nous sommes restés dans la ligne constante de nos objectifs. Nous avons créé un parti politique. Les autres parlent de débauchage quand on vous voit au gouvernement. Non, le gouvernement, je vous ai dit, madame, c'est un gouvernement d'union nationale. Et c'est tout le monde, tous les signataires des accords qui ont eu dans ce pays, qui se retrouvent dans le gouvernement. Il n'y a pas tout le monde. Mais ceux qui n'y s'y trouvent pas, madame, ont tout simplement opté pour la politique de la chaise vide. Et je pense qu'ils ont autre objectif, à chercher à gagner le pouvoir. Mais nous nous inscrivons dans une démocratie réelle où nous disons le pouvoir ne peut être gagné que par la voie du suffrage. Et nous sommes dans le gouvernement, madame, c'est tout simplement parce qu'il faut nécessairement que le pays passe une transition et qu'on arrive aux élections. Et nous nous y mettons, nous y travaillons dans ce sens-là. Et nous y croyons fermement. Au sein de la majorité présidentielle, quels sont les partis ou les leaders avec lesquels vous vous sentez proche? Madame, nous nous sentons proches de tout le monde. Nous n'avons pas de préférence. Et ceux qui nous approchent, nous les embrassons. Et nous embrassons tous ceux qui viennent à nous. Nous n'avons pas
de préférence, nous n'avons pas de... écoutez, nous concourons tous à l'organisation politique de ce pays. Nous voulons améliorer les conditions des citoyens. Et quand vous regardez le projet de société de tous ces partis, nous revenons tous à la même chose, c'est-à-dire à la même démarche. Nous voulons réussir à remonter ce pays, à le remettre sur les rails. Donc, nous n'avons pas de préférence, nous embrassons tous, nous aimons tous, et tout le monde le sait. La mise en place des élections est difficile, il y a des tensions entre les deux camps, et la plupart des tensions sont liées à la machine à voter. Quelle est votre position à ce sujet? Madame, la machine à voter, je crois qu'il y a eu abus dans le terme, peut-être. Parce que cette machine n'est pas une machine à voter. On ne vote pas avec la machine. C'est une imprimante. C'est juste un écran tactile qui vous permet de sélectionner très rapidement vos électeurs, vos candidats, et vous gagnez du temps, et ça vous imprime le bulletin à voter, et vous allez placer votre bulletin dans les urnes. La machine ne vote pas pour vous. C'est vous-même qui sélectionnez vos candidats. Et elle vous imprime. Il y a même possibilité d'annuler s'il y a erreur dans la machine. Vous pouvez annuler et recommencer. C'est dire que cette machine, pour moi, je suis convaincu que c'est une machine qui nous fait gagner beaucoup de temps, qui a permis beaucoup d'économies. Le président de la CNI, M. Nanga, nous a avancé un chiffre de 200 millions de dollars de gains. Et le temps que nous gagnons. Rappelez-vous que les élections passées, il fallait fouiller toute une paperasse pour retrouver le nom de son candidat. Mais maintenant, là, c'est juste 1-2 minutes, vous avez tous vos candidats et vous les sélectionnez, et ça vous imprime le bulletin de vote. Et ce qui n'est pas contraire à la loi, ce n'est pas contraire à l'article 56 de la loi électorale. Et donc, c'est le bulletin de vote que vous prenez et que vous allez mettre dans les urnes. Et il y aura un dépouillement de ces urnes-là. Donc, moi, je suis favorable à cette machine parce qu'elle nous fait gagner du temps, elle nous fait gagner de l'argent et nous avons les résultats le plus tôt possible. Elle élimine, au contraire, les tendances qu'il y a à tricher. Je crois qu'il y a moins de chances à tricher si nous procédons par cette machine-là. Ceux qui sont opposés, justement, ils voient plus de facilité à tricher, puisque vous avez évoqué le terme. Ils ne l'ont pas démontré, madame. Ils ne l'ont pas démontré. J'aurais aimé qu'il y ait des personnes beaucoup plus apaisées qui viennent démontrer sur votre plateau, dire voici comment on peut tricher avec cette machine. Mais je vous dis que la tricherie dans le monde ne se passe pas comme ça. Il y a 3 façons où quelqu'un peut se faire élire. La façon la plus propre, c'est que vous avez posé votre candidature, vous avez convaincu votre électorat et vous êtes élu, comme le cas de son Excellence Basil Olongo en 2011. Il était le mieux élu avec 66 000 voix dans la ville de Kinshasa. La façon la plus propre. Et une autre façon, c'est la tricherie vient à ce moment-là. Parfois, ça passe par les cours des tribunaux. Vous savez, on peut introduire un recours et par une magie, je ne sais pas comment expliquer, on se retrouve député par voie des cours des tribunaux. Ça arrive, c'est arrivé sous d'autres cieux. Et il existe le lobbying. Et je vous dis qu'aux États-Unis, il y a les lobbying. On peut se faire élire par le lobbying. Vous jouez avec les grands électeurs et vous n'êtes pas élu par les Américains, mais vous jouez avec les grands électeurs et vous passez. Mais ici, je ne vois pas. C'est arrivé avec Trump. C'est arrivé avec Trump, mon ami, que moi j'avais élu, je vous le dis. Je vous dis qu'avec cette machine-là, je ne vois pas la possibilité de tricher, rien qu'avec la machine. Il faut qu'on vienne de nous démontrer, parce que vous n'élisez pas avec la machine. Vous avez un bulletin qui n'est pas contraire à la loi. Ce n'est pas contraire à la loi. Et il y aura un dépouillement des urnes, et on va faire le comptage de tous ces bulletins-là. Une autre polémique, c'est sur le comptage. Il sera mécanique, c'est-à-dire manuel ou électronique? Le comptage des urnes, c'est manuel. Et il y aura la presse, des témoins, tout le monde sera là quand on compte. Et il y aura aussi les comptages, les serveurs vont nous envoyer les statistiques et qu'on va comparer avec les urnes. Et de la bouche de M. Nanga, vous savez, ce monsieur est à sa 7e expérience d'organisation de suffrage. Je lui fais confiance. Il a dit, il y aura comparaison. On va comparer les résultats des urnes et
les résultats que le serveur va envoyer. Et les urnes sont prépondérantes. Il y a un groupe d'études qui conteste également l'usage de la machine à voter en évoquant les pannes qu'avaient connues, par exemple, les machines avec lesquelles on a enrôlé les électeurs. On craint les mêmes pannes sur les machines à voter. On évoque également les techniciens qui vont utiliser ces machines. Il semble qu'il en faut peut-être plus de 10 000 pour utiliser ces machines. Et il faut les former, il faut du temps pour former les techniciens qui vont justement utiliser ces machines. Je crois que la CENI est conséquente et elle s'est bien préparée. Elle sait qu'il y aura des utilisateurs pour ces machines et que ces utilisateurs, il faut les former. Et je crois qu'il y a déjà un programme de formation de ces 10 000 techniciens qui vont utiliser la machine. Mais quant aux pannes, madame, cette machine est dotée d'une pile au lithium et avec un accumulateur d'autonomie de 48 heures. 48 heures d'autonomie. C'est-à-dire, le vote se passe dans les 24 heures et on ne peut pas tomber à court d'énergie. 48 heures d'autonomie, c'est beaucoup pour cette machine-là. Donc je ne vois pas d'où viendrait... Les pannes techniques, vous savez, ça peut arriver, c'est arrivé. Aux États-Unis, c'est arrivé, au Kenya, c'est arrivé, ou on arrête pour telle raison. Mais nous donnons beaucoup plus de chances à cette opération parce que c'est une opération qui nous fait rapidement avancer et nous gagnons beaucoup, madame. Vous voyez, le temps et l'argent. Venons-en à la nationalité. Le débat fait rage. Faut-il aujourd'hui ouvrir ce débat ou attendre la fin de cette législature? Madame, vous savez, c'est une honte pour le pays. Je crois que nous sommes le seul pays au monde qui fait encore ce débat autour de la nationalité ou de la double nationalité. De quoi vous voulez parler? De la nationalité des gens ou de la double nationalité? Il y a un peu de précision. La double nationalité, la triple nationalité, il y a des Congolais et on soupçonne même beaucoup de nos dirigeants d'être détenteurs de 2 passeports. Juste à côté de nous, au Kenya, vous pouvez avoir autant de passeports que vous voulez. Et je crois que nous sommes le seul, comme je l'ai dit, le seul pays qui fait encore débat autour de la nationalité. Vous savez, nous avons mis beaucoup de barrières quant au développement même de ces pays. Beaucoup de nos concitoyens qui sont à l'étranger, qui sont détenteurs de 2 ou 3 passeports, ne peuvent pas venir ici, ne peuvent pas venir investir parce qu'ils sont considérés comme des étrangers. L'article 10 de la Constitution les exclut totalement et ils ne peuvent pas venir au pays. Je crois que nous devrions aller en profondeur. La loi a été faite par nous-mêmes. Il faut qu'on voie où se trouve à l'intérieur du pays. Vous savez combien nos frères de l'autre côté envoient ici par an? 11 milliards de dollars sans entrer ici. Donc, nous ne voyons pas pourquoi, aujourd'hui, nous pouvons continuer à entretenir ce genre de débat, de honte. Ça a été fait à une époque, avec M. Mobutu, c'était l'époque de la dictature, pour des raisons dictatoriales, et il a dit pas question. De double nationalité, c'était pour empêcher les opposants à faire ceci, tout cela, à se prévaloir d'une autre nationalité quand ils sont inquiétés, peut-être. Mais aujourd'hui, là, ça n'a pas de sens. Le pays a opté pour le processus démocratique dans le pays. Et alors, nous devons cheminer avec ce processus, c'est un long processus, mais il faut déjà commencer à éliminer des tares qui font que ce processus ne soit pas réalisé, madame. On va terminer par ces chiffres, les statistiques de la commission électorale après le nettoyage du fichier. Il reste un peu plus de 40 millions d'électeurs après en avoir supprimé 6 millions des gens qui se sont inscrits 2, 3 ou plusieurs fois pour avoir leur carte d'électeur. Des chiffres, une fois de plus, contestés par certains opposants. Je pense que les gens cherchent la petite bête. Je pense qu'il faut aller aux élections. Mais comment vous allez contester les chiffres de doublons qu'on élimine? On dit, mais ce sont des doublons, il faut les éliminer. On les élimine. Et nous avons un réel chiffre, des statistiques réelles pour les enrôler. On a diminué les chiffres.
Je crois que ça en notre faveur, nous qui sommes des regroupements politiques, pour réaliser le 1% du seuil national. C'est pas aussi facile. Mais aujourd'hui, là, vous allez faire débat avec les machines. C'est l'informatique. C'est la technologie. Elle élimine ce qui n'est pas bon. Elle garde ce qui est bon. Mais vous dites, c'est faux. Ça, c'est pas un débat. Ça peut pas faire un débat, ça. Et je ne vois pas là où est le télescopage, madame, sur ces problèmes des statistiques. Certains ont posé la question pourquoi la machine n'a pas détecté un gars quand il s'est présenté pour la deuxième, la troisième fois pour avoir sa carte d'électeur. Mais la machine qui émet les cartes d'électeur n'est pas dotée de ce genre de logiciel pour détecter. Pourquoi? Oui, mais vous savez, bon, l'erreur est humaine. On ne pouvait pas penser que les gens pouvaient aller 2 fois, 3 fois. Et pour quelles raisons ils les font? Vous et moi, nous en 2011, il y a eu des doublons. En 2006, il y avait des doublons. Oui, mais on récupère la situation, madame. On améliore chaque jour. On améliore les jours au jour. Maintenant, nous n'en voulons plus. S'il y en a eu l'autre fois, le mal était fait. Maintenant, nous réparons le mal. Alors, vous parlez des machines. Vous parlez de ces machines qui ne sont pas dotées de ce logiciel, alors qu'il fallait y penser avant. Il fallait y penser avant. Vous savez, l'erreur est humaine. On peut tout faire, mais quelque part, il y aura toujours quelque chose qui va faire qu'il n'y ait pas la perfection. Et on améliore chaque jour. Nous n'avions pas des avions il n'y avait pas d'avion il y a 100 ans. Il n'y avait pas d'avion, que nous avons un supersonique aujourd'hui. Donc on améliore chaque jour. Et Dieu même avait dit, il a regretté d'avoir créé l'homme, lui qui est parfait. Ah, Dieu a dit ça? Ah oui. Il a dit, quand il y a eu cette méchanceté qui l'a fait pousser à supprimer le premier monde, il a dit, le cœur de l'homme est vraiment méchant. Il dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Ah, ça, je sais pas si ça existe dans la Bible, cette phrase. Oui, ça existe dans la Bible, madame, dans la Genèse. Je vais chercher. Oui. Alors, votre parti va aligner des candidats à plusieurs niveaux, à la présidentielle aussi? Non, nous ne prétendons pas encore à la magistrature suprême. Nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous sommes un jeune parti, on n'a même pas une année, c'est le 17 août que nous totalisons une année. Nous ne prétendons pas encore à la magistrature suprême, mais nous allons aligner les candidats à la législative, au niveau provincial, à tous les autres niveaux, sauf... Longo, de nouveau candidat député national? Oui, à la FUNA, son fief. Encore. Mais ce n'est pas évident qu'il fasse encore 66 000 voix. Hein. Beaucoup plus, madame, je vous l'ai dit, beaucoup plus. Nous avons fait le test. Il m'a appelé, l'autorité morale m'a appelé, il m'a dit, secrétaire général, pouvez m'organiser, me trouver 3 000 de nos combattants pour m'accompagner à mon enrôlement. Et à la minute, je me suis retrouvé avec 5 000. Et Bandal était secoué au point où le général qui gérait la police est venu lui-même voir qu'est-ce qui s'est passé. Plus de 3 000. Donc ce que vous voulez dire, c'est que sa popularité est intacte, augmenté, madame. Malgré qu'il est passé à la majorité avec femmes et enfants. La popularité ne vient pas du fait que vous passez de ceci ou de cela. D'un camp à un autre. C'est la façon que vous accompagnez la population. C'est la façon que vous approchez la population pour connaître leurs problèmes, leurs difficultés. Et vous participez aux solutions à leurs problèmes. C'est comme ça que le lecteur voit que celui-là, une fois vraiment au pouvoir, il va continuer à travailler avec. Et c'est ce que fait le Parti congolais social-démocrate. Nous sommes en train de participer à la vie quotidienne de nos concitoyens. La capitale Kinshasa est une ville frondeuse. Et quasiment dans le monde entier, les capitales sont très souvent acquises à l'opposition. Et les Kinois en ont voulu aux opposants qui ont changé. Nous n'avons pas changé. Basile n'a pas changé Kazakh. Il est resté dans l'opposition, mais il y a une opposition que Kinshasa voudrait entretenir, c'est celle violente, c'est celle des insultes. Vous comprenez? Et quand vous insultez, quand vous injuriez Mobutu, vous injuriez Kabila, les gens vous acclament. Ce n'est pas une opposition constructive, ça, madame. Nous voulons une opposition qui soit... Certains disent une opposition de façade. Mais laissez-nous travailler. Laissez-nous travailler, donnez-nous la chance, et vous allez voir que nous sommes la vraie opposition, mais pas une opposition genre radicale, genre violente, non. Nous sommes opposition, c'est parce que nous ne sommes pas de la majorité présidentielle.
C'est pour cela que nous sommes opposition. Mais nous restons un parti d'électeurs, un parti de masse. Vous ne vous opposez plus à rien, vous ne contestez plus rien. Mais contestez quoi, madame? Ah, vous êtes d'accord avec tout? Non, mais je viens vous dire nos positions. Bon. Qu'est-ce qu'il faut contester, madame? Donnez-moi un exemple, un truc sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Je vous dis que avant les accords de Saint-Sylvestre, Basile Olongo avait proposé que les élections se tiennent en 2017, vers le mois d'avril. Tout le monde a dit non, vous êtes de bonne composition avec le chef de l'État. Et où en sommes-nous aujourd'hui? La réalité. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui connaît faire l'analyse sur la santé de notre pays. Et il connaît exactement où et quand il faut agir. Et c'est de façon vraiment, je peux dire, structurée, de manière futuriste qu'il agit. Je vais donner un exemple d'un opposant qui a échoué aux élections de 2011, Adam Bombolé par exemple. Il était au MLC et quand il est passé de l'autre côté, c'est ce qui lui a valu son échec aux élections, d'après beaucoup. Ça c'est vrai. Adam Bombolé a été sanctionné par son électorat. Ouais. Mais nous ne sommes pas passés d'une formation à une autre. Nous avons créé notre formation. C'est ça la différence. Nous avons créé notre formation politique, un parti de masse, un parti d'électeurs. Et nous connaissons une adhésion très, très massive, madame. Si je vous dis qu'il y a même des défections des autres partis pour venir chez nous. Le siège du parti, c'est où déjà? Le siège du parti est sur l'avenue de l'Enseignement, au numéro 189, au croisement avenue Triomphale et Pont Kassavoubou. Et vous verrez l'effigie de son Excellence, l'autorité morale. L'implantation à travers le pays, pas encore? Nous sommes représentés dans toutes les provinces, à l'exception de la province de Tanganyika, où nous n'avons pas encore la maîtrise du terrain. Mais dans toutes les provinces, madame, bientôt je vais sillonner toutes les provinces pour aller visiter nos sièges, sensibiliser nos combattants pour être prêts avec les élections. Merci beaucoup. Vous êtes secrétaire général du Parti congolais social-démocrate, le parti de Basile Olongo. Il est vice-ministre de l'Intérieur. Ceux qui ne se situent pas encore se rappellent bien de Ndeko Basile à l'époque. Aujourd'hui, on a Ndeko Eliezer, c'est l'autre Ndeko Basile. On le verra peut-être aussi, candidat à député et un jour au gouvernement. Tout peut arriver, en fait, je voulais dire. Tout peut arriver. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, un autre débriefing. On se termine par un selfie. Merci beaucoup, madame. Je viens vers vous. Sur quelle caméra? Une seconde. On est là. Regardez le téléphone, s'il vous plaît. Merci.